Alors déjà, est-ce qu'en quelques phrases, vous pouvez résumer un peu votre parcours, vous présenter? Oui, je prends ça ou on Non, laisse on va là? laisser là, On laisse là, il n'y a pas de bruit, ça devrait aller. ça suffit. Mon parcours en quelques phrases, écoutez, comment dire ça? Je veux pas monter à Mathusalem, hein, je vais simplement dire que je m'intéresse à ces questions d'environnement depuis que je suis étudiant, en fait. Je me souviens à l'époque, je lisais une revue qui s'appelait Survivre et vivre, hein. C'était à la grande époque des années, années 70, avec un type qui rêvait d'aller faire des communautés. Bon, j'avais lu Jean Dors, etc. Et puis à un moment donné, bon, j'ai pris un peu des distances avec ces questions. Et puis c'est revenu, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser plus directement à la philosophie de la technique, en fait, hein. Donc, ça remonte carrément, bon, les années 80, quoi. Et puis petit à petit, bien de là, je suis revenu aux sujets environnementaux, en m'apercevant surtout que ce n'était pas des sujets locaux, cantonnés, c'est-à-dire que ça remet en cause tout, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous pensez sérieusement les problèmes de l'environnement, vous devez repenser les questions politiques, vous devez penser les questions éthiques, vous apercevez que c'est complètement lié au système complexe, à l'incertitude en sciences, à la nouvelle physique, vous devez tout repenser. Et l'environnement n'est pas une question sectorielle, c'est vraiment quelque chose, c'est le paramètre autour duquel on peut, en quelque sorte, saisir le basculement qu'on est en train d'opérer. Moi, j'aime beaucoup cette notion dont on parle pas mal en ce moment, qui est la notion d'anthropocène, hein, qu'avait lancé Crutzen dans un article en 2002. Mais en fait, il y a un vieil historique d'un Italien du 19e, enfin peu importe. Et c'est lui qui avait lancé ça en 2002. Et ça consiste simplement, l'anthropocène, à dire, ben voilà, on change d'ère géologique, on quitte l'Holocène, hein, qui est une ère qui avait commencé à la fin du dernier âge glaciaire. Et on rentre dans une ère nouvelle qui est marquée par un impact des activités humaines qui est lisible stratigraphiquement, hein, c'est-à-dire dans l'écorce terrestre. On a complètement bouleversé la composition chimique de l'atmosphère. Il y a 40% de CO2 de plus que, grosso modo, bon, disons, des débuts du siècle dernier, mais surtout le moment où ça bascule, c'est les années 50 du siècle dernier. On a évidemment complètement modifié les populations animales, les populations végétales. Puis on a complètement fait une razzia sur les ressources halieutiques, sur les ressources minérales, etc. Donc imaginons des martiens comme ça qui déboulent d'une autre galaxie et effectivement ils s'apercevraient qu'il y a un phénomène totalement extraordinaire qui s'est passé en un temps extrêmement court. Du coup, c'est un peu comme si l'accélération du temps historique avait fait que le temps historique allait rejoindre le temps géologique, alors que normalement les échelles sont totalement différentes. Donc effectivement, on est à une époque charnière, et en tant que philosophe, on cherche un peu à penser son époque, et là franchement, il y a de quoi. Je veux dire, elle est assez géniale pour le coup, même si elle promet des lendemains peut-être un peu durs. Alors justement, donc, vous parlez de l'accélération de tout ça. Vous dressez un constat qui est assez alarmant de l'état de la planète aujourd'hui, en tout cas des perspectives qu'elle offre. Est-ce que, juste pour asseoir un peu le débat, est-ce que vous avez quelques statistiques en tête qui pour vous sont les plus symboliques de cet état de fait? Oui, enfin, j'y ai déjà fait allusion, hein. Je veux dire, le passage dans l'ère de l'Anthropocène est assez génial, d'autant que c'est une ère qui risque de ne pas durer très longtemps. Effectivement, bon, là, on a exploité une part importante, mais pas encore la majeure partie des énergies fossiles disponibles sur Terre. On ne peut pas, en tout cas dans les décennies qui viennent, continuer avec le même rythme d'exploitation, donc d'augmentation la consommation mondiale d'énergie, parce que sinon alors, on arriverait à une concentration en termes de ppm absolument effrayante. Donc en fait, par rapport au pétrole et de manière générale par rapport aux fossiles, on est face à deux types de difficultés. D'un côté, il y en a trop. C'est-à-dire que si on exploitait tout ce qui existe, on ferait péter la planète avec une augmentation d'ici à la fin du siècle de 10 degrés. Et par ailleurs, il n'y en a pas assez, en ce sens qu'effectivement maintenant, on a passé le pic pour le pétrole conventionnel. Pour le gaz conventionnel, on n'est pas très très loin. Bon, le charbon, c'est un petit peu plus loin, mais c'est à l'horizon de quelques décennies. Et quoi qu'il arrive, on ne substituera jamais avec du non conventionnel, même avec du charbon, le pétrole conventionnel. En termes capitalistiques, c'est 10 fois plus important. Par exemple, un baril exploité avec du non conventionnel. Donc on va approcher un prix de l'énergie qui va ne faire qu'augmenter.
dans les décennies qui viennent, alors que toute la croissance du siècle et demi passé est fondée sur un baril de pétrole en fait à 20 $ constant, avec un PIB qui lui a explosé. Donc ça, c'est le premier aspect. L'énergie, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est effectivement 4% du PIB mondial, mais en fait, c'est 99%. Bon, tout se fait à base d'énergie. Alors vous ajoutez à ça effectivement des tensions extrêmement fortes en matière de minéraux, même simplement pour le fer. Pourtant, le fer et l'acier, c'est vraiment ce qui est le plus commun. Si on poursuit dans les décennies qui viennent le rythme d'augmentation de la production mondiale d'acier qu'on a connu de 1998 à 2008, c'est-à-dire à peu près 3,5, je dis ça de mémoire, eh bien, en moins de 5 décennies, on aurait épuisé toutes les réserves fossiles connues. Alors, il y en a probablement d'autres, mais alors, vu le coût de l'énergie, je ne suis même pas sûr qu'on soit un jour capable d'aller les chercher. Bon, mais c'est encore pire sur le plan, par exemple, si on regarde la table de Mendeleïev, il y a 90 types de métaux différents sur Terre, on en exploite déjà 60. La plupart de ces 60, on les exploite depuis une date très récente, en fait une dizaine d'années, notamment pour ce qu'on appelle les clean tech, et ce sont des métaux qui sont présents sur Terre à l'état d'hypertrace. C'est les terres rares, le tantal, le nobium, l'indium, le tungstène, etc., l'illium, tout ce que vous voulez. Bon. On les utilise souvent, alors pour certains d'entre eux, à dose infinitésimale dans une multitude d'objets comme les smartphones, etc. Donc on n'aurait pas les capacités de les recycler. Donc là, quand je dis sous tension, c'est 10, 15, 20 ans. Et alors, si je regarde ça, ça commence à faire beaucoup. C'est pas fini. Si je regarde du côté des services écologiques, vous connaissez le Millennium Ecosystem Assessment, c'est pas mieux. Je prendrai qu'un exemple, c'est les ressources halieutiques. On a véritablement fait une razzia sur les mers. Si vous avez une carte qui représente l'abondance halieutique sur les plateaux continentaux au début du XXe siècle, vous avez une carte très colorée, et puis vous prenez la même carte aujourd'hui, il n'y a plus de couleur. C'est-à-dire que 90% de la biomasse des espèces pêchées au monde a disparu, et probablement 80% de la biomasse totale, parce que quand on a des filets dérivants, on n'exploite que 20% des prises qu'on rapporte, alors qu'on racle les fonds océaniques. Bon, prenons l'eau douce. Là, le problème est différent parce qu'une même molécule a plusieurs usages dans une année, parce qu'elle est distribuée de manière très inégale géographiquement. Mais il y a beaucoup d'endroits sur Terre, notamment les endroits où on produit du blé ou des céréales de manière générale. On est déjà sous forte tension. On ne peut le produire qu'en puiser dans les aquifères, soit qui ne se renouvellent pas, soit à un rythme qui n'a rien à voir avec celui de leur exploitation. Donc, il suffit de donner ces quelques exemples, c'est quand même assez dramatique. Oui, donc, croire comme ça que la croissance va durer indéfiniment, comme la doxa, notamment néolibérale, veut nous le faire croire, c'est quand même assez grotesque. Ça n'a aucun sens. Tout. Les statistiques ne sont pas en leur faveur. Donc une autre question, donc je lis presque quasiment, dans un récent article de la revue La Décroissance, donc vous réfutez, entre guillemets, le concept de découplage que vous avez pourtant défendu pendant quelques temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre position, pourquoi ça a changé et rappeler déjà ce que c'est que le découplage? Tout à fait, on va déjà rappeler ce que c'est que le découplage. Bon, c'était le ressort essentiel, économiquement parlant, du développement durable. Et l'idée était de découpler d'un côté, donc de séparer d'un côté l'augmentation du PIB, la mesure de la création de richesse, mesure monétaire, de la consommation de ressources. Donc on prétendait en quelque sorte pouvoir continuer à produire toujours plus de richesses, avec évidemment un support matériel qui irait aussi croissant, mais en fait en utilisant quand même moins de ressources. Donc on aurait une création de richesse et puis au bout du compte des flux d'énergie, des flux de matière qui régresseraient. Donc ça c'est un leurre. Alors on pouvait le savoir depuis longtemps, je vais y revenir. Bon, moi ça fait, disons, un certain nombre d'années que j'ai quelques doutes. Maintenant, si il y a 5 ans j'avais dit eh bien que le découplage était un leurre, je perdais toute crédibilité. Alors que j'en étais déjà persuadé, mais c'était très difficile publiquement. Je l'ai fait quelques fois, j'ai des témoins, donc au moins ça c'est clair, mais c'est vrai que je ne l'ai jamais écrit. Et disons, ce qui a libéré ma parole, c'est le livre de Tim Jackson. Donc lui a eu le courage de le faire dans Prospérité sans croissance, qui est quand même le document qui émane du travail de la commission anglaise du développement durable et qui a été rendu public en mars 2009. Là, effectivement, je peux en donner un des chiffres qui donne, mais je vais en donner un autre. Un des chiffres qui donne, c'est par exemple l'énergie. C'est vrai que de 70 grosso modo à 2008,
on est parvenu, enfin on utilise par point de PIB 30% d'énergie en moins, mais maintenant ça donc c'est l'aspect découplage relatif, mais si je regarde en termes absolus, ben, effectivement le PIB entre-temps lui a augmenté, donc la quantité de richesse produite a augmenté, et donc au bout du compte on émet en 2008, par rapport à 70, 80% d'émissions de CO2 en plus. Et on utilise au prorata l'énergie aussi, les énergies fossiles aussi. Donc en fait, ça ne marche pas. On peut donner un autre exemple. Regardez par exemple la production mondiale d'acier. Je vous rappelais tout à l'heure son rythme de production. Alors on va dire, recyclons justement. Ça serait une manière de dire on va réussir à découpler. Vous avez un très bel article de François Grosse qui montre que quand bien même on aurait, et à l'échelle mondiale, ce qui n'est pas évident du tout, un taux de recyclage de 62%, ça serait le maximum de ce qu'on pourrait atteindre. On ne ferait jamais, si on poursuit sur plusieurs décennies ce rythme d'augmentation annuelle de la production d'acier, on ne ferait jamais que différer l'épuisement de la ressource que de 12 ans, alors qu'on le programme pour moins de 5 décennies. Donc je veux dire, c'est peanuts. Ça ne répond pas du tout à nos problèmes. Alors on peut comprendre ça de façon différente, si vous voulez. C'est-à-dire que quand on a parié sur cette stratégie de la décroissance, bien, on a été des bons petits élèves occidentaux et de bons petits élèves de l'économie néoclassique, et on a tout simplement parié sur la puissance des technologies. Or, effectivement, certaines de nos technologies sont puissantes, on ne va pas revenir là-dessus, leur puissance peut croître, il y a un progrès technologique qui est une donne extrêmement importante, mais il ne débouche pas à lui seul, entendons-nous bien, il ne débouche pas sur les résultats qu'on attend, et on peut le comprendre facilement. Grosso modo, je peux attendre 3 choses des techniques. Premièrement, c'est qu'elles produisent des biens et des services déjà existants, mais effectivement en utilisant moins d'énergie, en utilisant moins de matière. Mais du coup, vous le savez, ça signifie tout simplement que les biens et services qui sont alors produits sont produits avec un accès au marché qui baisse, un prix moindre. Et donc dans ces cas-là, eh bien, ça débouche automatiquement sur un surcroît de consommation. Donc au bout du compte, tout ce qu'on a gagné à l'échelle unitaire, pour tel produit, tel service, on le perd sur la masse avec l'augmentation de la consommation de ces biens et de ces services. Autre possibilité, c'est le cas des smartphones, les technologies permettent d'inventer, alors toujours en s'appuyant sur des fonctions qui sont permanentes, se nourrir, se loger, communiquer, se déplacer, se vêtir. Bon, eh bien, on peut inventer des biens et des services nouveaux. C'est le cas du smartphone, donc auquel cas, évidemment, on crée des occasions de consommation de ressources supplémentaires. Donc là encore, les flux de matière, les flux d'énergie croissent. Alors, troisième possibilité que peuvent nous permettre les techniques, elle est pas inintéressante, c'est en gros le end of time, le traitement des pollutions en fin de chaîne. Bon, on pourrait imaginer ça à l'échelle plus globale avec la géo-ingénierie, mais là franchement c'est plutôt casse-figure. Alors ça, c'est intéressant. C'est vrai que si on veut s'en sortir dans la décennie qui vient, les décennies qui viennent, on va devoir par exemple stocker à la source le CO2 dans les centrales thermiques, etc. Mais si on accentue trop cet aspect-là, à nouveau, on recrée une demande supplémentaire et on est à nouveau perdant. Donc de manière générale, les techniques font que, en fait, ce sont le moteur de la croissance et elles vont faire qu'on va consommer plus. Alors, si on associe technique et régulation institutionnelle, alors là, c'est différent. C'est-à-dire, effectivement, on pourrait, par exemple, si on avait un impôt sur la consommation, comme maintenant le préconisent certains, eh bien, du coup, oui, on pourrait faire que le découplage relatif devienne un découplage absolu. Mais là, on sort de l'économie néoclassique, on rentre dans un système différent, et là, ça deviendrait efficace. Donc, mon discours n'est pas un discours anti-technique. Là, ce que je critique, c'est, d'attendre des techniques seules qu'elles nous permettent cette réduction, alors que le nerf de la guerre est la consommation. D'où l'insistance qui est la mienne sur la différence entre les nuisances, les pollutions, qui sont évidemment toujours des problèmes aujourd'hui, mais ce n'est pas l'essentiel des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Elle figure parmi ces problèmes. Alors, les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont de deux sortes. D'ailleurs, j'ai déjà fait allusion. D'un côté, on a un problème de ressources, d'épuisement d'un certain nombre de ressources qui sont pourtant nécessaires à nos activités économiques. Et puis de l'autre, le déploiement de ces mêmes activités se heurte aujourd'hui aux limites attachées aux grands mécanismes régulateurs de la biosphère. C'est le cas en termes de cycle du carbone, c'est le cas en termes de cycle de l'azote, c'est le cas en termes de rythme d'érosion de la biodiversité, c'est le cas en termes de déplétion de la couche d'ozone,
en termes de cycle d'azote, je ne sais pas si je l'ai dit. Alors justement, là, on va retrouver la pollution de l'air, de l'eau et des sols, bon, etc. On peut inventorier 9 domaines dans lesquels on peut franchir des seuils. D'ailleurs, pour 3 d'entre eux, on les a déjà franchis, des seuils de dangerosité. Donc là, on voit bien que le problème, ce n'est pas simplement de produire autrement, mais c'est de